Bon, alors, bonjour, je suis Jacques Leblanc, professeur-chercheur dans ce centre et organisateur des conférences midi du laboratoire d'études de la population. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Danielle Gauvreau. Danielle, elle détient une maîtrise et un doctorat en démographie de l'Université de Montréal. Elle est professeure de sociologie à Concordia. Et présentement, elle est directrice académique du CIX. Son intérêt de recherche primordial, je crois savoir, c'est la diversité culturelle d'un point de vue historique. Tu me corrigeras, Daniel, si c'est pas tout à fait ça. Et puis, à l'heure actuelle, Daniel travaille sur un gros projet CRSH avec Patricia Fontaine de Concordia et Hélène Vizina de l'UQAC. Un projet qui fait appel donc au recensement anciens qui sont de plus en plus disponibles dans les centres de données de recherche. Sur ce, je te cède la parole. On a jusqu'à 13h45. Je pense que tu peux faire un exposé de 45 minutes ou à peu près, et puis pour nous laisser un peu de temps pour les questions. J'en profite pour dire bonjour aussi aux gens qui se trouvent à l'UDM. Je vois Jean Parier, et puis à Laval, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, là on n'a pas d'écran. Vous êtes là. D'accord, merci. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation. En fait, c'est ça, mon intérêt général en termes de recherche, c'est vraiment... bonjour Lisa. C'est vraiment l'histoire de la population du Québec. Le projet sur la diversité culturelle est un projet, en fait, qui vient de se terminer. Il reste encore des choses à compléter en termes de publication. Et comme vous le voyez sur le titre, illustration à partir de 2 recherches, ça c'est une surprise que j'ai faite à Jacques. Donc au lieu de présenter à partir de la seule recherche sur la diversité culturelle et donc sur les mariages mixtes, j'ai décidé de vous parler aussi d'un autre projet qui vient tout juste de commencer, qui est subventionné par le CRSH, et c'est avec Benoît Laplante. Benoît qui n'est pas ici aujourd'hui puisqu'il se trouve à l'extérieur en sabbatique, et ça porte sur le baby boom. Donc, en fait, comme le sujet principal du séminaire était plutôt d'illustrer le potentiel analytique des recensements, je me suis dit qu'on pouvait très bien le faire à partir de 2 recherches différentes et donc de montrer un peu, d'inciter davantage sur le design de la recherche, sur la façon dont ces données-là vont être utilisées, ce qu'elles permettent, et de là extensionner et voir justement dans le cadre d'autres sujets de recherche comment elles pourraient être utilisées en complément, seul ou en complément avec d'autres sources. Donc, je vais quand même faire une petite précision ici. Vous voyez que j'ai plusieurs chapeaux. Je suis professeur à l'Université Concordia. Je suis aussi membre du Centre interuniversitaire d'études québécois. Je tiens quand même à le souligner. C'est dans ce cadre-là aussi que mes recherches s'inscrivent. Et la mention du CIX, donc à la fois comme utilisatrice et comme directrice académique. Donc, je vais d'abord vous parler des données, des recensements, faire un peu un survol de la situation. Il y a peut-être même des gens dans la salle qui pourront apporter des précisions. Je vois qu'il y en a qui connaissent assez bien le sujet également. Et après ça, donc, j'illustrerai à partir de 2 recherches. La première, donc, justement, sur les mariages mixtes et la deuxième sur le baby boom, avant de conclure avec quelques remarques générales. Donc, les données de recensement, si on veut faire l'état de la situation, je vais tourner ça un peu pour arriver à mieux voir. Si je commence par la période récente, et ce que j'appelle période récente ici, c'est 1981 et après. Alors, toute cette période-là, elle est couverte de la même façon et les données sont disponibles de façon semblable, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers publics qui sont disponibles, entre autres aux chercheurs, par l'initiative de démocratisation des données, entre autres dans les bibliothèques universitaires, donc dans le cadre des cours pour des étudiants qui voudraient travailler à partir des microdonnées. Et là, ici, je parle évidemment de microdonnées pour les fichiers publics. Et ensuite, on a aussi accès aux microdonnées détaillées dans les centres de données de recherche. Donc, le CIX est un des centres de données de recherche. Il y en a plusieurs à travers le Canada. Donc, j'utiliserai parfois CIX, parfois CDR. Évidemment, les données qui sont disponibles au CIX sont aussi disponibles dans tous les autres CDR. Donc,
le fichier des microdonnées détaillées pour tous ces recensements-là. Ici, jusqu'en, je dis 1981 et après, en fait, on est sur le point de recevoir, évidemment, avec 2011, la situation va être un peu différente. Dans les centres de données de recherche, on est sur le point de recevoir en janvier 2014 les données de l'ENM, l'Enquête nationale des ménages, qui a remplacé le recensement long. Et on aura aussi, ça c'est nouveau, un échantillon du recensement de 2011 qui va arriver cet été, à l'été 2014. C'est important de le souligner parce que, étant donné la situation de l'Enquête nationale des ménages, le fait d'avoir un échantillon du recensement permettra probablement aux chercheurs de mieux évaluer les problèmes, les limites, les biais des données avec lesquelles ils travailleront pour l'Enquête nationale des ménages. Donc, pour la situation, donc, pour 1981 et après, est quand même assez très bonne. On a accès, donc, à des fichiers assez complets, détaillés, et qui permettent, donc, des analyses vraiment très poussées à partir des microdonnées. Le titre de la présentation portait sur les recensements anciens, donc je vais vous parler justement de la situation pour ce qui précède 1981. Bien, évidemment, on a, et là on parle, bon, l'ère moderne des recensements au Canada commence en 1851, 1852, en fait, le recensement a eu lieu, donc on dit souvent 1852. Ensuite, donc, à tous les 10 ans et à partir de 1956, à tous les 5 ans. Évidemment, je peux peut-être même déjà dire le deuxième point, les recensements dans leur forme nominative complète, et donc les microdonnées pourraient ne pas avoir l'information nominative, mais l'ensemble des recensements avec toute l'information passe dans le domaine public après 92 ans. Si vous avez remarqué récemment dans le recensement, maintenant il y a une question, est-ce que vous acceptez que dans 92 ans, on rende publiques les informations qui vous concernent? Alors, c'est la règle des 92 ans. Et si vous comptez bien, nous sommes en 2013 et normalement, le recensement de 1921 devrait donc passer dans le domaine public et être déjà passé dans le domaine public. Je ne crois pas que c'est le cas encore, mais je sais qu'il y a des démarches en cours et c'est là-dessus que je pensais que Lisa, même éventuellement, pourrait peut-être nous donner plus d'informations. Je sais qu'elle s'occupait beaucoup de ce dossier-là dans les derniers mois. Donc, présentement, celui sur lequel on peut compter complet avec l'information nominative, les images complètes avec les noms, c'est celui de 1911, pour lequel il existe également un fichier de microdonnées qui peut être analysé de manière statistique et qui comprend l'information nominative, ce qui veut dire qu'on peut même le jumeler avec d'autres types de sources. Donc, on dispose autrement, évidemment, pour les autres recensements qui ne sont pas dans le domaine public, des tableaux qui ont été publiés à l'époque lorsque les recensements avaient été faits, et on dispose aussi de monographies qui ont été réalisées à partir de ces recensements-là. Certaines assez célèbres, celle de Jacques-Henri Pin sur le recensement de 1961 sur la fécondité, sur le même sujet, celle de Enid Charles qui a été réalisée à partir du recensement de 1941. Donc, on peut quand même compter sur des ouvrages assez complets qui ont été réalisés, mais évidemment, entre ça et pouvoir disposer nous-mêmes des microdonnées pour pouvoir les analyser, avec les nouvelles questions qu'on se pose aujourd'hui, avec les nouveaux outils dont on dispose, il y a toute une marge et c'est évidemment vers ça qu'on veut tendre pour arriver à faire les analyses, les études les plus complètes possibles. Donc, il y a des fichiers de microdonnées quand même qui existent, qui permettent des analyses statistiques. Alors, avec les informations nominatives jusqu'en 1911, comme je l'ai dit tantôt, parce que tous ceux-là sont passés dans le domaine public, je vais avoir un tableau dans 2 secondes pour vous montrer de manière un peu plus systématique lesquels sont disponibles et sous quelle forme. Et ensuite, ben, c'est là qu'on arrive, les fichiers de données, de microdonnées, avec sans information nominative, disponibles dans les centres de données de recherche, donc au CICS. Et là, on parle des échantillons de 1921 à 1951, donc 21, 31, 41 et 51. Alors, ce sont des échantillons qui ont été construits assez récemment, il y a quelques années. En fait, ils sont devenus disponibles dans les centres de données de recherche à l'été 2010. Donc, c'est vraiment assez récent, ça fait 3 ans seulement. Et ça a été construit par l'Infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle, l'IRCS, qui a constitué un ensemble intégré. Donc, les échantillons de 5% 1911, 4% 1921 et 3% pour les 3 autres, donc 31, 41, 51.
Également des outils géographiques pour étudier la spatialité des phénomènes. Je vais vous montrer un exemple tantôt. On l'a utilisé pour 1911. Donc, on a une carte qui va vous montrer des aspects de la diversité ethnique. Et également des données contextuelles pour bien documenter le contexte dans lequel la production des recensements s'est faite à l'époque. Donc, c'est un ensemble qui est fort intéressant. J'ai mis l'adresse Internet donc, de leur site. Alors, si vous voulez vous y rendre et puis avoir plus d'informations sur ces outils-là, c'est donc disponible. Et là, vous voyez, je me suis arrêtée en 51, puis j'ai parlé de 81. Donc, vous voyez, quand les deux, là, on a un petit vide dont je vais vous parler à l'instant. Donc, ici, on a deux tableaux. Celui de gauche vous informe un peu de certains éléments de contenu qu'on trouve dans les recensements. Mais je vais d'abord m'attarder sur celui de droite, qui fait le résumé justement des microdonnées disponibles. Là. Il y a peut-être des choses encore plus récentes qui ont échappé à ma connaissance, mais on peut peut-être commencer par en bas, 1981-2006, donc c'est ce que j'ai dit tantôt, les fichiers publics et les fichiers détaillés qui sont dans les centres de données de recherche. Donc, ici, c'est assez complet, on peut vraiment faire beaucoup d'analyses avec ces données-là. Et 1981 nous permet quand même de remonter un petit peu dans le temps, on est en 2013. 1921-51, vous voyez les échantillons qui sont dans les centres de données de recherche depuis 2010. Donc là, on a accès à ces données-là. Il n'y a pas d'information nominative, mais on a toute l'information complète à partir d'échantillons. Entre les deux, alors là, il existe des fichiers publics disponibles pour 1971 et 1976, mais on n'a pas de fichiers de microdonnées détaillés disponibles dans les centres de données de recherche entre 51 et 1981. La situation, c'est qu'on espère très bientôt en avoir pour les recensements de 1971 et 1976, donc les plus rapprochés de 1981, qui viendraient sous la forme d'un fichier de variables et de données harmonisées de 1971 à 2006. Donc, il serait un fichier intégré de tous ces recensements-là avec des variables communes. Et donc, ça nous donnerait accès à des microdonnées pour 1971 et 1976. Je suis moi-même fort intéressée à ce que ça arrive très bientôt parce que nous comptions l'utiliser dans notre travail sur le baby boom. Pour ce qui est des recensements de 1961 et 1966, là, les choses sont moins intéressantes. 66, je n'en ai même, moi, jamais entendu parler. 61, il y a toute une saga. Enfin, il y a d'abord la documentation n'existe plus. Donc, si on voulait, 61 a quand même été colligé à partir de moyens informatiques de l'époque, mais la documentation n'existe plus. Et de ce que j'ai su par quelqu'un qui était membre d'un comité qui travaillait justement sur cette question-là, c'est qu'il y a des parties de recensement qui ont été perdues. Et ce n'est pas systématique, c'est un peu aléatoire, donc ce serait extrêmement difficile de faire quelque chose avec le recensement de 61. Les choses ne semblent pas très bonnes de ce côté-là. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un tombe sur justement les données manquantes pour 1961 puis qu'on soit en mesure. Reconstituer la documentation pourrait probablement se faire, mais là, s'il manque des bouts de recensement et que ça vient compromettre, là, c'est plus difficile, on n'est pas tellement en mesure d'établir la représentativité, tout ça, ça pose davantage de problèmes. Donc, la décennie des années 60 risque de poser problème pour avoir un accès à des microdonnées détaillées. Par contre, vous voyez, là, quand on remonte, 21-51, il y a les échantillons, sans les informations nominatives parce qu'ils ne sont pas dans le domaine public, mais dans les centres de données de recherche. 1911, c'est aussi un échantillon de l'IRCS, de la même façon que 21-51, et il est dans le domaine public. Donc, lui, on peut carrément aller le télécharger, je pense, sur le site, justement, de l'infrastructure de recherche. Et quand on remonte, 1901, on a l'échantillon du projet de recherche sur les familles canadiennes auquel j'avais participé, qui était basé à l'Université de Victoria. Lisa en faisait partie également. Donc, qui existe, qui est aussi un échantillon du même type que ceux des IRCS. Et ensuite, on remonte, 1891, il y a Chris Inwood qui, à Guelph, qui travaillait sur un échantillon. Je ne sais pas s'il est disponible. Il est disponible, Lisa me dit. Donc, je crois que ça fait pas tellement longtemps et il est maintenant disponible.
1881, alors là, on est vraiment absolument gâtés parce que les Mormons ont dépouillé l'entièreté du recensement de 1881 et on peut donc disposer de l'ensemble du recensement de 1881. 1871, on a un échantillon qui avait été constitué il y a plusieurs années par Gordon Darroch et Michael Ornstein. Donc, on peut faire des analyses sur le recensement 71. 1861, décidément, c'est la malédiction des 61. On n'a pas d'échantillon. Je ne crois pas qu'il y a... Est-ce qu'il y a un projet en cours? J'ai essayé, j'ai fait une demande il y a quelques ans. OK. OK. Donc, on espère pouvoir l'avoir éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'échantillon de microdonnées. Et celui de 1852, c'est celui que Lisa a dépouillé. J'ai mis rural, mais en fait, vous avez aussi des données urbaines, mais les données urbaines ne sont pas représentatives de l'ensemble parce qu'il en manque, mais il y a quand même des données aussi qui portent sur les côté urbain du Canada en 1852. Donc, vous voyez que le portrait est quand même assez intéressant pour qui veut travailler avec des microdonnées sur les recensements anciens et même sur un même phénomène à travers le temps. Bon, c'est pas tout à fait complet de 1852 à 2006, mais il y a moyen quand même de faire des études assez vraiment substantielles de certains phénomènes sur une période de temps quand même assez longue avec des microdonnées. Donc, où là, on peut refaire nos propres analyses complètement. Et vous voyez qu'en termes de contenu, bon, au Canada, on est quand même assez bien choyé en termes de contenu dans les recensements. Donc, il y a des questions qui sont posées dès 1852, qui continuent d'être là. Évidemment, il y a des formats de questions qui changent dans le temps. Là, on ne peut pas compter sur toujours la même formulation, exactement les mêmes choses. Mais en général, il y a quand même moyen d'établir soit des équivalences, de travailler avec un plus petit dénominateur commun et d'arriver quand même à travailler avec ces contenus-là. Je dirais qu'une des choses pour lesquelles on est vraiment envié, entre autres par les Américains, c'est la variable sur la religion, qui est là dès 1852, qui est toujours présente, alors qu'aux États-Unis, on ne pose pas de questions sur la religion. 1901, c'est un recensement important dans lequel il y a plusieurs questions qui sont ajoutées. Vous le voyez ici, là, quelques questions, entre autres les revenus d'emploi, des questions sur les langues, l'année d'immigration. Donc, c'est un recensement important. Tout comme 1941, par la suite, au 20e siècle, est aussi un recensement important parce qu'il intègre de nouvelles questions qui n'étaient pas là jusqu'à ce moment-là. Alors, j'ai dit qu'on était choyé pour certaines questions, on ne l'est pas pour d'autres. Entre autres, on n'avait pas de questions sur le nombre d'enfants nés vivants. Donc, demander à la mère le nombre d'enfants mis au monde. Donc, pour étudier la fécondité, on doit se rabattre sur l'observation des enfants présents dans le ménage, entre autres les enfants de moins de 5 ans, alors qu'à partir de 1941, la question va être posée. Malheureusement, elle a été abandonnée en 1991, Statistique Canada, considérant que les enquêtes maintenant nous permettent d'aller chercher l'équivalent de cette information-là. Évidemment, on a les statistiques d'état civil aussi, mais c'est quand même dommage de ne pas avoir cette continuité-là dans le temps. 1941 avait aussi posé pour la première fois la question sur l'âge au mariage, l'année de mariage en fait. Donc, combiné avec l'âge, on sait quel âge la femme et l'homme avaient lorsqu'ils se sont mariés. Je dis la femme et l'homme, je pense qu'elle est posée à la femme seulement. Il faudrait que je vérifie. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, des études plus fines sur la famille, sur la fécondité, sur la nuptialité sont possibles avec ces variables-là. Il y a aussi une variable sur le nombre d'années de scolarité qui vient ajouter une variable importante pour ce qui est d'avoir des informations de type socio-économique. Qui est un élément, une caractéristique quand même relativement stable dans le temps, une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Le nombre d'années de scolarité, surtout à cette époque-là, là, est quand même quelque chose qui ne change pas beaucoup, donc c'est quand même une variable importante qu'on va utiliser d'ailleurs tantôt dans l'étude des mariages mixtes. Donc, si on essaie de résumer puis de voir, déjà de réfléchir un petit peu à l'importance de ces microdonnées-là pour les analyses au service de nouvelles questions de recherche.
C'est clair, je pense que ce ne sera pas difficile de vous convaincre de l'importance des microdonnées. Quand on doit utiliser des données agrégées, on est considérablement limité dans ce qu'on peut faire avec. Les microdonnées nous permettent justement d'aller regarder les choses autrement, de croiser des variables que d'autres n'ont pas nécessairement pensé de croiser. Donc, on peut faire nos propres analyses. Alors, c'est vraiment important et ça nous amène à un autre niveau de l'analyse. Ça, je pense que c'est assez clair. Et même si comme je le disais tantôt, certaines monographies de recensement sont absolument remarquables. Moi, je dois dire que celle d'Enid Charles, pour l'époque, elle a été faite par une femme en plus, ce qui ne devait pas être courant pour une femme d'occuper un poste comme celui qu'elle occupait. C'est absolument remarquable comme analyse avec les moyens existants à l'époque. Il reste qu'aujourd'hui, je suis très contente, je viens d'avoir la permission, l'accès de Statistique Canada pour travailler avec les données de 1941 sur le baby boom. Alors, je suis ravie de pouvoir aller moi-même travailler avec les données, le nombre d'enfants mis au monde par les femmes pour voir et poser des nouvelles questions à ces données-là. Évidemment, avec l'historiographie, tout le développement des connaissances, il y a des questions qu'on se pose aujourd'hui qui ne peuvent pas être les mêmes que celles qu'elles se posaient ou qu'on se posait en 1948 quand la monographie de recensement a été publiée. Donc, c'est vraiment important et c'est ce genre de choses-là qu'on veut pouvoir faire, des nouveaux paradigmes. Évidemment, ça nous donne aussi des possibilités d'analyse à différentes échelles. Parfois, je lisais des monographies, je me disais que j'aimerais donc avoir ces résultats-là pour le Québec seulement. Ben non, on avait travaillé au niveau du Canada dans son ensemble. Alors, je ne peux pas voir les données précises du Québec. Donc, évidemment, on ne pouvait pas tout faire. Et ben là, on se retrouve justement dans la situation où là, on est devant toutes les données, puis on peut faire le design de notre propre recherche. Et là, on peut, si on veut travailler à l'échelle des familles, à l'échelle des ménages, à l'échelle urbain-rural, comparer les provinces, comparer les francophones catholiques partout au Canada, on peut le faire. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour ce qui est de retravailler des questions semblables ou les modifier avec les connaissances d'aujourd'hui, les nouvelles questions qu'on se pose. La même chose s'applique évidemment pour les outils d'analyse. Alors, on sait bien qu'en 1940, en 1960, les analyses statistiques ne se faisaient pas de la même façon. On n'avait pas du tout la puissance des ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui, ni le développement statistique qu'on connaît. Donc là aussi, c'est tout ça qu'on est maintenant capable de faire, qui est absolument génial. On peut évidemment construire des séries statistiques, comme je le disais tantôt. On dispose de données détaillées pour presque toute la période de 1852 à 2006. Donc, sur différents phénomènes, on peut donc poser des questions dans le long terme et voir comment les choses ont évolué. Se rendre compte, comme on le fait par exemple, que la monoparentalité était aussi vécue par les enfants au début du 20e siècle comme elle l'est aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons, mais c'est un exemple, mais on peut interroger de la même façon d'autres phénomènes et aller trouver des réponses avec ces données-là. Donc, on garde bien en tête que les données qu'on trouve au SIX, par exemple, ce sont celles des échantillons de 1921 à 1951, mais aussi celles très bientôt de 71 et 76 en lien avec les autres. Donc là, il y a une possibilité aussi donc de travailler en prospectif, mais on peut aussi évidemment utiliser ces données-là puis travailler en amont avec les échantillons des recensements qui existent pour les recensements antérieurs. Et dans le fond, les deux recherches que je vous présente illustrent un peu les deux façons de faire, parce que pour la question des mariages mixtes, on a plutôt travaillé en amont avec le recensement de 1881 et de 1911. Et pour le baby boom, on va travailler un petit peu en amont, mais on va travailler aussi en aval, c'est-à-dire qu'on va aller prendre les données du recensement de 1971 et des données d'enquête sociale générale pour avoir des informations à partir des répondants les plus âgés, des répondantes les plus âgées. Donc, c'est un matériau très riche. Bon, il y a quelques limites, évidemment. J'ai mentionné tantôt le fait que les questions varient dans le temps. Donc, si on veut, elles ne sont pas toujours les mêmes. Il faut toujours être extrêmement prudent et vérifier ça avant de se lancer dans nos analyses. Ce sont des données transversales. Donc, elles ont les qualités et les défauts de ce type de données-là. Ceci dit, lorsqu'on dispose d'informations nominatives, par exemple avec le recensement de 1881 ou celui de 1911, on peut très bien jumeler cette information-là à des données d'état civil, par exemple. C'est en train d'être fait avec le projet d'infrastructure intégrée. On peut aussi jumeler les recensements entre eux.
Donc, il y a moyen, même si ce sont des données transversales, de construire une base de données qui va avoir une dimension longitudinale vraiment très importante. Donc, mais ça, évidemment, c'est seulement pour la période où on dispose de données nominatives qui nous permettent de faire ce jumelage-là. Évidemment, ce sont des échantillons, donc on travaille avec les limites d'échantillons. Et ça a, entre autres, comme conséquence que si on veut travailler sur une population très spécifique, une sous-population vraiment très précise, ben, peut-être qu'il n'y aura pas assez de cas dans notre échantillon, puis que ça va être un peu plus compliqué pour arriver à étudier. On va être obligé de faire des regroupements, donc c'est le genre de limite, évidemment, qu'il y a. Donc, je vais passer à la partie illustration. Le temps file trop vite. Donc, les mariages mixtes au Québec jusqu'en 1940 et les causes du baby-boom au Québec en perspective comparée. Donc, la recherche sur les mariages mixtes est faite dans le cadre d'un projet sur diversité, relations interculturelles, intégration qui s'achève, qui est presque terminé. Parmi les objectifs, on voulait examiner les points de contact et de rupture entre différentes communautés culturelles, notamment sous l'angle géographique. Et ça, entre autres, on l'a fait dans l'article, le chapitre de livre, en fait, qui est sous presse, dans un livre édité par Gordon Darroch, qui va paraître en janvier 2014, qui s'intitule Geography of Encounter, Immigration, Ethnic Diversity and Interethnic Relations within Quebec, 1881-1911. Alors, dans ce cas-ci, on s'est limité au recensement de 1881 et de 1911. Celui de 41 n'était pas encore disponible, d'ailleurs, au moment où on avait amorcé cette analyse-là. Donc, on l'a fait sous l'angle géographique. À l'intérieur des ménages, on est allé mesurer la mixité, la probabilité que les gens à l'intérieur d'un ménage ne soient pas tous de la même origine ethnique et dans quelles circonstances. Et plus précisément, on l'a fait par le biais des mariages mixtes. On s'est dit que mariage mixte était l'expression d'une interaction vraiment très concrète, très intime, où deux personnes qui appartiennent à des groupes, des communautés culturelles différentes se marient. Dans ce cas-là, c'est se marient à cette époque-là. Et leurs enfants, donc, sont aussi le reflet d'une origine ethnique mixte, mêlée, qui peut aller plus dans un sens que dans l'autre, mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment ça qu'on observe, qu'on regarde. On l'a fait d'une autre façon, mais je ne parlerai pas là, de ça ici. Et donc, il y a le texte donc, qui correspond plus directement à ce que de ce dont je vais parler aujourd'hui. Il va être soumis bientôt. Il reste des petits compléments d'analyse à faire et il va être soumis bientôt. Donc, rapidement, bon, je pense que vous connaissez les principaux jalons de comment la diversité culturelle s'est construite au Québec. Évidemment, elle commence avec la rencontre avec les peuples autochtones. Ensuite, avec le régime britannique, quand on passe d'un régime français à un régime britannique. Là, il y a de l'immigration britannique et aussi loyaliste, donc qui vient des États-Unis durant les dernières décennies du 18e siècle. Ensuite, tout au long du 19e, immigration en provenance du Royaume-Uni, donc de l'Irlande, entre autres les années de la famine, Angleterre, Écosse au cours du 19e siècle. Et il y a pendant ce temps-là aussi des mouvements incessants avec les États-Unis. Diversification de l'immigration au tournant du 20e siècle, c'est important parce que là, ça amène des groupes un peu différents, entre autres les Juifs d'Europe de l'Est, les Italiens, les Chinois. Et il y a des niveaux plus élevés d'immigration durant les premières décennies du 20e siècle. C'est un record qui n'a pas encore été atteint en termes de pourcentage, en termes d'arrivée d'immigrants. Et Montréal, durant cette période-là, devient une destination de plus en plus privilégiée. Les immigrants ne s'installent plus beaucoup dans les campagnes, mais viennent plutôt travailler. Évidemment, c'est la période industrielle et c'est là que les emplois sont. Alors, c'est déjà à ce moment-là, le pattern qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est déjà à ce moment-là qu'il s'installe. Il y a aussi du brassage de population à l'interne qui amène aussi les gens à entrer en interaction de façon différente, entre autres au moment des troubles, lorsque la population francophone déborde des terres seigneuriales, on le voit beaucoup vers 1840, s'en vont par exemple dans les cantons de l'Est, en Estrie, où il y avait une population anglophone majoritaire, donc ça va changer. Et aussi l'émigration campagne vers les villes, donc qui amène aussi un gros brassage de population. Ici, on a un aperçu de la diversité culturelle, à quoi ça peut ressembler, et aussi comment elle peut être géographiquement différenciée. Donc, on a simplement le pourcentage d'immigrants
à 3 dates, 81, 1911, 1941, qui sont les 3 moments qu'on va étudier là, dans cette recherche-là. Donc, vous voyez que le pourcentage d'immigrants tourne autour, pour tout le Québec, de 6-7 %. Évidemment, il est plus élevé à Montréal, c'est déjà le cas. Les origines non françaises, vous voyez qu'elles vont augmenter avec le temps. En fait, les origines non françaises, c'est l'ensemble, donc c'est britannique et autres. Ça reste à peu près stable à 20-19 %. Et c'est les origines autres en pourcentage des origines non françaises qui va augmenter avec la diversification dont je vous parlais tantôt. Donc, la 3e ligne, où là, on voit, pour tout le Québec, c'était 8,9 % en 1881. On passe à 22,6 % en 1911 et en 1941, 28,9 %. Donc, il n'y a pas seulement des Britanniques parmi les immigrants, mais il y a aussi des gens de d'autres provenances, l'Europe du Sud, comme je disais tantôt, Europe de l'Est et même des Chinois, donc des gens qui viennent d'ailleurs. Et vous voyez que dans le cas de Montréal, les pourcentages presque toujours sont plus élevés que pour l'ensemble du Québec. Donc, vous voyez bien que géographiquement parlant, cette population-là ne se répartit pas également partout dans la province de Québec. Donc, pour le voir autrement, cet effet-là, justement, de la concentration géographique et des zones où les gens des différents groupes sont le plus susceptibles d'interagir, cette carte-là montre, bon, en bleu foncé, c'est lorsque les francophones sont très largement majoritaires. En rouge, ce sont les Britanniques. On n'a pas pu... je voulais quand même dire quelques mots ici. Le tableau, j'ai mis la note, ça c'est à partir des tableaux publiés. Donc, c'est pas à partir de nouveaux calculs que nous, on aurait fait à partir des échantillons. C'est à partir des tableaux publiés. Celui-là, ici, il est basé sur l'outil qui a été développé, l'outil géographique qui a été développé à l'infrastructure de recherche du Canada au 20e siècle. Il est basé sur 1169 points, donc unités qui sont les subdivisions de recensement dont les gens au laboratoire de géographie historique à l'Université Laval ont déterminé de manière précise les limites. Et c'est comme ça qu'on a pu placer ces informations-là sur la carte. Donc, on les en remercie pour tout le travail qui se trouve derrière ça. Donc, en rouge, ce sont les Britanniques qu'on n'a pas pu distinguer à cause de l'information disponible, entre autres, dans les tableaux publiés, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec l'échantillon ici de 1911 à cause des nombres qui seraient trop petits dans certaines unités géographiques. Donc, on reprend les tableaux publiés et ça ne nous autorisait pas à avoir plus de détails que simplement britanniques. Donc, ils sont tous ensemble. Et les autres, entre autres, on a des populations autochtones, comme vous voyez, d'après le positionnement des zones qui sont en vert. Et à chaque fois qu'on a une couleur un peu entre deux, ça indique des zones mixtes où là, les groupes interagissent ou ont beaucoup plus de chances d'interagir. Donc, vous voyez bien que du côté anglophone britannique, on est le long des frontières avec les États-Unis et avec l'Ontario. Également à Montréal, donc il y a le sud-ouest. On n'est pas vraiment surpris de voir ça, mais ça nous donne une image plus concrète des possibilités concrètes de rencontres pour les gens qui appartiennent à ces différents groupes-là. Et vous voyez bien qu'en plein cœur du Québec, la probabilité qu'un francophone épouse une Irlandaise est vraiment proche du zéro absolu, parce qu'ils n'ont même pas vraiment de lieu de rencontre, sauf s'il vient faire un petit voyage à Montréal à un moment donné. Puis évidemment, on a la façon de voyager et de communiquer de l'époque. Donc, ça pose un peu les choses et ça montre à quel point la géographie est importante. Et quand on va faire nos analyses, justement, on va faire une analyse multiniveau où le second niveau est un niveau géographique qui tient compte justement des caractéristiques des lieux où habitent ces gens-là. Donc, je vais passer assez rapidement là, sur la façon dont on aborde le mariage mixte. C'est vraiment comme un signe d'intégration privilégiée et c'est pour ça qu'on l'a étudié en tant que tel dans cette recherche-là. En gros, de manière assez naturelle, c'est toujours vers l'endogamie qu'on tend, c'est-à-dire épouser quelqu'un qui nous ressemble, qui a un peu les mêmes caractéristiques. Il y a des facteurs structurels importants. C'est vraiment quand il y a des possibilités de rencontre avec des gens de d'autres groupes que là, il va y avoir une augmentation de la probabilité d'épouser quelqu'un d'un autre groupe.
Il faut des occasions de rencontre, il faut l'absence de barrières strictes. Si ta religion t'interdit d'épouser un juif, la probabilité que tu épouses un juif est vraiment très faible, parce qu'il faudrait aller à l'encontre d'un ensemble d'obstacles qui sont érigés socialement de façon très précise. Il faut aussi une volonté individuelle de franchir certaines barrières pour aller vers l'autre et pour conclure une union. Donc, ici, la façon dont on les a regardés, c'est sur la base des communautés ethno-linguistiques, ethno-religieuses, en fait, différentes. Donc, vous allez voir, ici, on le voit bien, dans ce tableau-là, qui est réparti, alors FC pour francophones catholiques, BC pour britanniques catholiques, qui sont beaucoup des Irlandais, OC pour autres catholiques, qui sont entre autres des Italiens, par exemple, ou des Polonais, BP pour britanniques protestants, OP pour autres protestants, par exemple des Allemands, et J pour juifs. Donc, vous voyez comment on a défini nos différentes communautés ethno-religieuses. Je vous parle quand même un petit peu des données. Donc, ici, on utilisait l'ensemble du recensement de 1881 qui a été dépouillé par les Mormons, les échantillons des recensements de 1911, donc qui est dans le domaine public, et l'échantillon, les données confidentielles disponibles au SIX pour 1941. Donc, on a les informations dont on a besoin et les questions 41, c'est bon. Alors, ça ici, ça vous donne une idée. Donc, sur la diagonale, ce sont des mariages non mixtes, des mariages homogames, où un francophone catholique épouse une francophone catholique. Donc, vous voyez les nombres et vous voyez les totaux. Évidemment, la limite avec étudier ce genre de questions-là avec les données de recensement, c'est qu'on observe des couples déjà formés, qu'on observe au moment du recensement. Et les caractéristiques qui sont les leurs au recensement ne sont pas nécessairement celles qu'ils avaient lorsqu'ils se sont mariés. Donc, on doit être prudent dans les variables qu'on retient. C'est pour ça que je vous disais tantôt, en 41, le nombre d'années de scolarité, c'est intéressant parce qu'on peut penser qu'il n'a probablement pas changé beaucoup entre le moment où la personne s'est mariée et le moment du recensement. Donc, on va essayer de se concentrer sur ce type de caractéristiques-là pour les analyses. J'ai mis une note ici, c'est important, surtout qu'on veut bien montrer le potentiel analytique des recensements au SIX. Ce tableau-là, je ne pourrais pas vous le montrer pour 1941. La raison, c'est que je ne peux pas sortir des résultats du laboratoire qui contiennent des cellules où il y a si peu de cas, parce qu'on pourrait reconnaître quelqu'un. Donc, c'est clair, il y a des règles strictes qui s'appliquent, des analyses de divulgation qui sont faites de tous les résultats avant de pouvoir diffuser les résultats qu'on obtient dans les laboratoires. Et ça, c'est pas un tableau que je pourrais vous montrer. Je pourrais regrouper des catégories pour avoir un nombre plus grand. Il y a des façons de travailler avec cette information-là autrement, mais l'équivalent comme tel de ça, je ne peux pas le publier. Je l'ai vu dans le laboratoire, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il est. Par contre, je peux calculer des pourcentages de ce type-là. Là, ici, j'ai des pourcentages d'individus qui sont en union mixte et j'ai ma série, donc je vais de 1881 à 1911 à 1941 pour chacun des groupes. Alors là, ça, c'est possible de calculer des pourcentages comme ceux-là. Là, je n'ai même pas les N, donc les nombres, mais j'ai des pourcentages et ça, on peut faire ça. Donc ici, c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir pu, à l'aide de ces 3 recensements anciens-là, dont un qui est disponible uniquement au SIX, d'avoir pu établir cette comparaison-là des pourcentages de conjoints en union mixte. Donc, c'est statistiques descriptives toutes simples. Pour les hommes et les femmes séparément, et ce qu'on voit, entre autres, sur ce graphique-là, bon, les niveaux, bon, d'abord, pour les francophones catholiques, c'est extrêmement faible. C'est pas vraiment surprenant. Ils forment à peu près 80% de la population. Donc, pour eux, il n'y a pas un grand besoin en termes d'effectifs de sortir du groupe pour pouvoir épouser quelqu'un. Donc, les pourcentages sont vraiment très faibles, et pour les hommes et pour les femmes, et c'est constant à peu près de 1881 à 1941. J'ai mis l'information ici en bas parce que ce sont des caractéristiques structurelles vraiment essentielles pour comprendre les résultats qu'on obtient. Les Britanniques protestants sont le deuxième groupe en importance. Ils forment à peu près 10% de la population tout au long de ces périodes-là. Et eux aussi, quand on regarde, c'est le second groupe, sauf pour la population juive. La population juive est vraiment un cas particulier. Et là, si on revient
Il y a aux conditions dont on parlait tantôt pour qu'un mariage mixte prenne place. La population juive orthodoxe est extrêmement fermée sur elle-même et n'admet pas les mariages avec des gens à l'extérieur du groupe. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Malgré leurs effectifs très petits, ils ne se marient pas à l'extérieur du groupe. Donc, on sait, ils vont parfois chercher des conjoints ailleurs, les amener dans la communauté. Alors, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, ça, c'est un résultat quand même, bon, assez étonnant, pas étonnant quand on connaît la communauté, mais c'est pas ce à quoi on s'attendrait compte tenu des nombres, des effectifs qu'il y a. Pour les Britanniques protestants, deuxième en importance et également deuxième groupe où la proportion d'union mixte est le plus faible, après les francophones catholiques. Finalement, on a les Britanniques catholiques qui formaient de 6 à 4 % mais qui sont en diminution au cours de la période. Et on voit effectivement qu'il y a une augmentation très nette. C'est le groupe pour lequel il y a l'augmentation la plus nette. Donc, ce sont beaucoup des Irlandais, autant chez les hommes que chez les femmes. En 1941, le pourcentage de ceux et celles qui appartiennent à une union mixte est beaucoup plus élevé. Alors, la communauté irlandaise catholique est vraiment particulière aux Britanniques catholiques dans la mesure où elle partage la religion de la majorité francophone, mais elle partage la langue des protestants britanniques. Donc, elle a encore plus de possibilités d'aller vers un groupe ou vers l'autre. C'est un peu ça qu'on voit. Et en plus, c'est une immigration qui est arrivée assez tôt au 19e siècle et pour laquelle il n'y a pas eu énormément de renouvellement avec des nouveaux immigrants, donc au cours des décennies suivantes. Ce qui veut dire que le temps d'assimilation, si on veut, à la population québécoise a été d'autant plus long et on pense que ça s'explique aussi comme ça, le chiffre qu'on observe en 1941, où là, on est rendu presque 4 mariages sur 10, en fait, se font avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la communauté comme telle. Donc, c'est une statistique descriptive quand même intéressante là, qui nous permet de voir un peu comment les choses ont évolué. Les analyses multivariées qu'on a faites sont basées, comme je vous le disais tantôt, sur des régressions logistiques multiniveaux de la propension à appartenir à un couple mixte. Et le second niveau, c'est défini par des aires géographiques qui peuvent être assimilées à une espèce de marché matrimonial local, compte tenu de la grandeur de cette aire-là. Il y en avait 155 en 1881, il y en avait 72 et 76 pour les deux autres recensements, là, compte tenu des contraintes qu'on avait. 81, on a l'ensemble de la population, tandis que pour les autres, on a des échantillons. Donc, il y a une présentation des types d'analyses. On a fait des analyses à l'échelle du Québec. On en a fait plus spécifiquement sur les franco-catholiques. On a aussi étudié Montréal de manière plus spécifique. Et on a aussi étudié pour les couples mixtes les types de mixité, que ce soit mixité religieuse ou mixité ethnique. Je peux vous dire qu'il y a plus de mixité ethnique que de mixité religieuse. C'est tout à fait ce qu'on trouve aussi ailleurs dans la littérature. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on peut utiliser des approches très contemporaines pour comprendre les mariages mixtes en ayant accès aux microdonnées. Donc, on s'est inspiré effectivement d'auteurs qui étudient ces questions-là pour les populations aujourd'hui. J'avais mon plan B, donc je vais aller au plan B. Synthèse des résultats de l'analyse des microdonnées. Donc, en gros, ce qu'on trouve, c'est que la fréquence des mariages mixtes n'a pas bougé énormément dans le temps, étant donné qu'on regardait de 1881 à 1941. Elle a bougé pour les Irlandais, comme on l'a vu tantôt, mais dans le cas des autres groupes, il n'y a pas eu de grands mouvements. Les variables structurelles sont extrêmement importantes. Ça, c'est un élément intéressant qu'on a été en mesure de voir, entre autres avec l'analyse multiniveau. Le degré de diversité au niveau du contexte, évidemment, va avoir un effet sur la probabilité qu'ont les gens d'appartenir à des unions mixtes. Et comme je dis ici, c'est pas toujours dans la même direction selon les groupes. C'est-à-dire que pour les francophones catholiques et pour les Britanniques protestants, par exemple, si on les regarde à Montréal, leur probabilité à faire partie d'une union mixte va être plus grande. Elle va augmenter dans le contexte urbain comme celui de Montréal. Pour d'autres groupes comme les Irlandais ou même les autres catholiques, c'est le contraire, ça va diminuer. Et en fait, on le comprend comme étant le reflet
d'une communauté plus grande qui est présente à Montréal, qui permet à ces gens-là de se marier à l'intérieur du groupe, ce qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire quand ils sont à l'extérieur d'une grande ville comme Montréal. Donc, il y a des choses intéressantes comme ça qui montrent bien l'importance des facteurs structurels et qu'on a essayé de prendre en compte dans la mesure du possible. Quand on a travaillé, étudié les francophones catholiques uniquement, on a été en mesure de prendre en compte la taille relative du groupe. Et si, par exemple, dans une aire géographique, il représente 95% de la population et que dans une autre, il représente seulement 50% de la population, par exemple, dans les cantons de l'Est, dans certaines aires géographiques, on a été en mesure de prendre ça en compte. Et oui, ça a un impact évidemment important. Il faut d'abord et avant tout des occasions de rencontre pour que les mariages mixtes puissent prendre place. Le rapport de masculinité qui peut aussi influencer, est-ce qu'il y a des conjoints dans le même groupe du sexe opposé? Ça avait aussi une importance, on l'a trouvé dans certains cas. L'habitat, bon, suivant qu'on est en ville ou à la campagne. Les influences socioculturelles, le niveau de scolarité, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'autres études aussi. Plus le niveau de scolarité augmente, plus les mariages mixtes sont fréquents et plus l'interaction de type religieuse était fréquente aussi comparativement à celle ethnique uniquement, qui, je l'ai dit tantôt, est plus fréquente en général que la religieuse. Donc, le niveau de scolarité joue un rôle. La connaissance du français et de l'anglais, on s'est dit, pour arriver à communiquer avec quelqu'un de l'autre groupe, comme il y a souvent des différences linguistiques, la connaissance du français et de l'anglais, par exemple, pour un Irlandais catholique, le fait de connaître le français va l'amener à épouser plus souvent un ou une francophone. De la même façon, pour des francophones, s'ils ne connaissent pas l'anglais, ben, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils aillent vers un conjoint qui parle anglais. Donc, la connaissance des langues, qui est une variable qu'on a prise en compte également, jouait un rôle dans ce cas-ci. Les résultats sont semblables pour les hommes et les femmes. Il y a quelques exceptions. Je n'ai pas le temps de les nommer maintenant, mais il y a quelques exceptions. Ça, c'est quand même intéressant parce que les analyses qui avaient été faites jusqu'à maintenant au Canada, entre autres celle de Madeleine Richard, étaient basées uniquement sur les hommes. Et nous, on se demandait si, c'est sûr, les deux se marient ensemble, on pourrait se dire ça va être la même chose du côté des femmes. En gros, c'est pas mal la même chose, mais il peut quand même y avoir des différences et on en a trouvé quelques-unes. Et comme je disais tantôt, bon, l'impact de l'histoire spécifique de chaque communauté, par exemple la communauté irlandaise, joue évidemment un rôle aussi dans ce qu'on est en mesure de voir, ou les effectifs dans les différentes aires géographiques qu'on a étudiées. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter concernant l'étude des mariages mixtes, la façon dont on est allé utiliser donc l'échantillon de microdonnées confidentielles de 41 pour arriver à analyser les comportements en 81, en 1911 et en 1941, donc à 30 ans d'intervalle avec trois recensements. Illustration à partir de l'étude du baby boom. Donc ça, c'est un nouveau projet. Évidemment, vous le connaissez déjà, le baby boom, ce que c'est. C'est l'augmentation inattendue et temporaire de la fécondité dans les pays occidentaux entre la fin des années 30 et le début des années 60. En fait, si on regarde avec le nombre des naissances au Québec, on parle souvent du baby boom entre 1946 et 1965. En fait, si vous voyez, le nombre de naissances commence à augmenter avant la fin des années. Le tournant se prend un peu avant même donc ou à peu près au moment où la Deuxième Guerre commence. Donc, les explications qui le lient directement à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays où c'est encore plus évident que le baby boom a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pas si évident que, en fait, quand on se met à creuser, on se rend compte qu'on ne connaît pas si bien que ça les causes du baby boom. Donc, d'où le projet qui va justement essayer de mieux comprendre et mieux documenter aussi en allant travailler sur les microdonnées, d'arriver à mieux voir quels groupes ont le plus participé au baby boom, ont le plus contribué en termes d'augmentation des naissances. Donc, c'est vraiment l'objectif essentiellement qu'on a en faisant ce projet-là. Donc, je l'ai mentionné tantôt, Benoît Laplante, éco-chercheur dans ce projet-là. Il y a Cindy Flick, qui est une étudiante ici à l'INRS, qui va travailler aussi dans le projet. Donc, je mentionne son nom. Donc, c'est un phénomène aussi à peu près, disons aussi important que la transition de la fécondité, dans la mesure où il se produit à peu près dans tous les pays occidentaux en même temps.
Donc, on est un peu devant un phénomène de même envergure. Dans un premier temps, c'était de comprendre la baisse de la fécondité. Ici, c'est comprendre cette augmentation inattendue qui se produit à peu près partout en même temps, dont l'ampleur et la durée varient un peu selon les endroits, mais qui est quand même assez répandue. Donc, les causes profondes sont quand même mal connues encore, on se rend compte quand on creuse. Et il y a surtout très peu d'études qui ont été faites avec des microdonnées. C'est-à-dire qu'on a une bonne vision des tendances générales de la fécondité durant cette période-là. On n'a pas beaucoup été en mesure, parce qu'on n'avait pas accès à ces données-là, à les lier aux caractéristiques particulières, individuelles, pour voir qui se comportait de quelle façon durant cette période-là. Et notre hypothèse, évidemment, c'est que tout le monde ne s'est pas comporté de la même façon, et c'est ça qu'on veut aller regarder de plus près. Donc, les nombres des naissances, alors on le voit bien, le baby boom au Québec. Ici, j'ai mis l'indice synthétique de fécondité, qui est une autre façon, vous le savez, il y en a plusieurs indicateurs de fécondité, là, c'en est un autre. Je le mets avec l'Ontario, parce que c'est quand même intéressant de voir que, on voit bien là-dessus que le baby boom en Ontario était plus prononcé. Vous me direz que c'est sûr qu'il partait d'un niveau de fécondité plus faible, c'est bien évident, mais à la fin, bien, on arrive au point où les deux vont se croiser, puis ensuite le Québec va plonger en dessous de l'Ontario puis en dessous du Canada. Pas pour toujours, parce qu'on sait que maintenant, il est à peu près au même niveau, mais c'est quand même l'inversion d'une tendance qui existait depuis la première transition, en fait, depuis la transition de la fécondité. Mais plus intéressant encore, si on regarde les composantes de l'évolution de la fécondité générale, je vous pose un peu là, les éléments de base du projet. Ça, c'est tiré de la monographie de recensement de Jacques-Henri Pain, qui avait fait un travail remarquable pour regarder de façon individuelle l'impact de chacune des composantes démographiques, là, si on veut, sur l'évolution des niveaux de fécondité. Alors, ce que vous voyez, bon, l'impact de l'âge, de la nuptialité, de la fécondité des mariés, de la fécondité des non-mariés, et en bout de ligne, le total, l'évolution globale de la fécondité générale. Bon, alors ce qu'on voit, dans le fond, ce que je veux dire, je pense qu'on le sait tous, mais on n'a peut-être pas toujours pris la mesure de ça. Le baby boom, c'est deux choses, c'est la nuptialité puis c'est la fécondité. Et c'est beaucoup la nuptialité. Et au Québec, ce n'est que la nuptialité. Donc, c'est ça le message. Quand on regarde la nuptialité, l'effet positif entre 41-51 et 51-61, l'effet positif de la nuptialité sur la fécondité générale. Alors, vous voyez la ligne juste en dessous, la fécondité des mariés, elle continue à diminuer. Donc, pendant le baby boom au Québec, les femmes mariées avaient de moins en moins d'enfants. Alors, c'est intéressant de mettre ça côte à côte en parallèle avec l'évolution de la nuptialité. Ce qui porte le nombre de naissances qu'on a vu sur le graphique antérieur, c'est la nuptialité. Plus de femmes se marient, elles se marient plus jeunes. Et bon, il y en a aussi une plus grande proportion qui va avoir au moins un enfant. Il y a vraiment une redistribution dans la taille des familles. Il y en a beaucoup moins qui vont avoir plusieurs enfants. Il y en a plus qui vont avoir au moins un enfant. Mais en bout de ligne, la fécondité des mariés a un effet négatif. Quand on regarde l'Ontario, et je mets une autre province justement pour pouvoir faire une comparaison, la nuptialité a aussi un effet positif, tout à fait semblable à celui qu'on trouve au Québec, mais la fécondité des mariés, elle, a aussi un effet positif. Alors là, on comprend mieux pourquoi le baby boom en Ontario était plus élevé et qu'effectivement, l'Ontario va rejoindre à ce moment-là le Québec en termes d'indicateurs de fécondité. Mais c'est vraiment pour dire, c'est vraiment à la base de notre projet. Il faut comprendre, et c'est pourquoi aussi Benoît qui a déjà travaillé sur la nuptialité, je pense qu'on allie des forces et des expériences différentes. Donc, il faut autant comprendre la nuptialité que la fécondité, et peut-être même encore plus au Québec. On ne pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde, mais il y a sûrement encore des populations, surtout catholiques, où la fécondité était demeurée quand même encore un peu élevée, qui ont continué à avoir une baisse de la fécondité des femmes mariées pendant la période du baby boom. Mais, bon, je disais tantôt, je l'ai mentionné, c'est une question qui vraiment un intérêt renouvelé à l'échelle internationale. On arrive d'une conférence de la Social Science History Association, il y avait quelques séances sur le baby boom, et il y a vraiment des chercheurs à différents endroits qui travaillent sur des microdonnées et qui vont être en mesure de contribuer, un peu comme on espère le faire avec ce projet-là, à mieux connaître exactement ce qui se passait. Donc, on veut évidemment étudier ces comportements-là.
là, je vais présenter, là, je me rends compte que je parle, et puis on va vouloir m'arrêter bientôt. Je saute ces choses-là. Il y a évidemment plein de données publiées à partir des recensements sur l'évolution de la fécondité et de la nuptialité durant cette période-là. Ici, juste amusant, du côté des francophones catholiques, c'est au Québec que le rapport enfant-femme est le plus faible pour les francophones catholiques. Donc, il y a plein de paradoxes comme ça. Ailleurs au Canada, donc, les francophones catholiques avaient une fécondité un peu plus élevée durant cette période-là. Mais, donc, quand on dit étudier le baby boom et dans une perspective comparée, c'est une perspective comparée canadienne avec d'autres provinces, en particulier l'Ontario, mais aussi comparée à l'international, puisque, bon, on sait quelles équipes sont en train de travailler là-dessus dans d'autres pays et on veut pouvoir comparer les résultats qu'on obtient avec les leurs. Donc, la question centrale qu'on se pose, c'est quelle est l'expérience spécifique des individus selon leurs caractéristiques socio-économiques propres, leurs caractéristiques culturelles. Alors, évidemment, le Québec est idéal pour ça. On a différentes communautés culturelles. On a évidemment des niveaux socio-économiques qui sont différents. On peut le regarder sous l'angle géographique, rural, urbain, des régions plus éloignées. Donc, tous ces éléments-là vont être pris en compte pour comprendre les comportements durant la période du baby boom et comment ces différences ou similarités nous aident à comprendre le baby boom québécois, mais aussi le baby boom en général, en établissant des liens avec les recherches qui se mènent ailleurs. Pour répondre à ces questions-là, on fait appel aux microdonnées des recensements, celles qui sont justement dans les centres de données de recherche, notamment le recensement de 1941, le premier qui pose la question du nombre d'enfants mis au monde et l'âge au mariage. On pensait utiliser celui de 1971, mais qui tarde à arriver dans les centres de données de recherche. Donc, peut-être qu'on aura utilisé celui de 1981. À ce moment-là, on regardera les femmes d'un certain âge qui ont eu leurs enfants durant la période du baby boom et on fera l'analyse à partir de ces femmes-là. C'est l'idée. On veut aussi probablement utiliser des recensements antérieurs, ou même s'il n'y a pas la question sur le nombre d'enfants mis au monde, on peut, Benoît a déjà utilisé cette technique-là pour reconstituer des taux de fécondité à partir des données du recensement, donc de mieux analyser les changements, même à partir de la période antérieure et ensuite en continuant un peu plus loin. On va aussi utiliser les données d'enquête rétrospective. Mais dans les... Donc, dans les explications qui sont données pour le baby boom, on les voit un peu toutes, là, je les ai à peu près toutes recensées. Rattrapage suite à la crise des années 1930, qui tient pas tout à fait la route parce que ce sont les plus jeunes souvent qui sont mariés le plus tôt. C'est pas celles qui avaient 30 ans, 35 ans, qui n'avaient pas pu se marier, qui là se marient, ont des enfants. Un peu de ça, mais il y a aussi les plus jeunes, donc les enfants qui étaient des jeunes pendant la crise. La reprise économique en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, mais partout ça commence avant la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a des pays en Europe où ça commence même en 1934-35, dans les pays scandinaves, le baby boom. Ça, la séquence, c'est pas vraiment la bonne. Retour des femmes à la maison, ça pourrait les avoir amenés à avoir plus d'enfants. Climat général de confiance, prospérité, c'est sûr, on sort de 2 guerres puis on sort de la crise. Donc, il y a certainement des bonnes raisons pour être un peu plus confiant. Économiquement, ça va quand même beaucoup mieux. Les limites des moyens de contraception traditionnels sont atteintes. Certains ont avancé cette idée-là. Comme on ne peut compter encore que sur des moyens traditionnels de contraception, le fait qu'on se marie très tôt, pour les femmes beaucoup plus jeunes, on n'est pas en mesure, avec les moyens qui existent à l'époque, de contrôler vraiment la fécondité aussi bien sur une aussi longue période. Ça pourrait avoir expliqué une certaine augmentation de la fécondité. Donc, c'est une autre possibilité. Le développement de la technologie domestique à l'âge de travail des femmes à la maison permet d'avoir plus d'enfants parce que leur charge de travail est moins grande, donc elles sont plus disposées à avoir plus d'enfants. Bon, dans certains endroits particuliers, il y a l'effet des politiques natalistes, mais ça serait bon comme pour la France, ça n'a pas été le cas partout. Puis la théorie des cycles économiques, la fameuse théorie d'Easterlin aux États-Unis, qui s'applique bien à cette période-là, mais on sait qu'on ne peut pas vraiment la généraliser. Il y a des cas où ça ne fonctionne pas dans d'autres... Le troisième point, je croyais que la fécondité dans les mariages...
Au Québec, mais en général, pendant le baby boom, elle augmente. Oui, ah oui, ça pourrait pas expliquer pour le Québec. Puis pour le Québec, bon, nous, c'est un peu les mêmes qu'on reprend à la fin de la crise Deuxième Guerre mondiale. Le retour des hommes après la guerre, celui des femmes à la maison, le modèle, c'est évidemment l'âge d'or du modèle du père pourvoyeur et de la femme à la maison, qui certainement induit des choses par rapport à la famille puis aux aspirations au sein des familles. Là aussi, les développements de la technologie domestique. Les premières mesures de l'État-providence qui viennent apporter un soutien aux familles. Donc, ça pourrait là aussi faciliter d'avoir plus d'enfants. Mais là, je parle en général, là, parce qu'évidemment, on sait qu'au Québec, les femmes mariées, elles, en ont un peu moins. Le vote des femmes et autres changements en faveur de l'égalité des femmes. Remarquez que dans ce sens-là, ce serait plus dans le sens général, ça a plutôt été dans le sens de développer des aspirations alternatives pour les femmes et non pas de les renvoyer à leur rôle de mère traditionnel. L'instruction obligatoire, l'instruction étant généralement en vue avec une baisse de la fécondité, ça serait pour le Québec en particulier, étant donné que ça, c'est un peu tardif au Québec, puis qu'il y a un rattrapage scolaire qui se fait. Puis, bon, Action catholique, développement d'une morale personnaliste au sein du couple et de la famille. Je pense qu'il faut arriver, en tout cas, à réconcilier pour le Québec le fait que les aspirations des jeunes changent. Ils veulent se marier. Probablement que la vie de couple n'a plus du tout le même sens qu'elle avait avant. Donc, la famille est très importante. Puis, même si la famille est très importante, on n'aspire pas à avoir un nombre élevé d'enfants dans notre famille. 4, c'est assez. 3, 4, c'est assez. Donc, c'est une conception différente, même si la famille prend beaucoup d'importance. L'importance qu'elle prend est probablement pas la même qu'au début du 20e siècle. Donc, là aussi, c'est sûr que ça va être alimenté par notre analyse des microdonnées, devrait nous permettre de voir un peu mieux quel groupe, par la nuptialité et par la fécondité, contribue le plus à l'expression de ces tendances-là pour le baby boom, donc au Québec. Puis en comparant avec ailleurs au Canada, donc où on sait que là, la fécondité des mariés a continué d'augmenter. Donc, il faudra que je revienne dans 2 ans avec des résultats, ou bien je vais confier à Benoît le soin. Benoît va venir vous en parler. Oui, Alain? Non, il a changé l'âge au mariage. Il a changé, il diminue pendant la période du baby boom, il diminue beaucoup. J'ai pas les données ici, puis ensuite, il remonte, mais il remonte aussi dans le contexte des cohabitations, là. Mais la proportion de célibat définitif aussi, hein. Pendant le baby boom, il y a plus de gens qui se marient. Puis là, il faut aussi faire entrer en ligne de compte les communautés religieuses. Parce que c'est aussi une période où l'importance des communautés religieuses diminue, donc il y a de moins en moins de célibats religieux. Mais d'après ce que j'ai vu à date, ça ne peut pas expliquer toute la différence. Pour les femmes, par exemple, la proportion qui se marie parmi celles nées au début du siècle, je pense, c'est de l'ordre de 82-83%. Et ensuite, quand on arrive pendant le baby boom, on est plus de l'ordre de 91%. Là, il y a quand même une différence, là. Pour que le nombre de naissances augmente, malgré la diminution de la fécondité des mariés, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de monde qui se marie. Comme façon de contrôler la fécondité. Oui. Oui. Mais comme je dis, il y a aussi le célibat religieux. Oui. Oui. On peut peut-être demander s'il y a des questions à Montréal ou à Laval, et peut-être qu'il n'y a plus personne à l'autre bout du fil. Probablement. En fait, à Québec, malheureusement, on a perdu pas moins de 15 minutes de la conférence. Alors, ce sera un peu embêtant de poser des questions, d'autant plus que Laurent et moi aurons sûrement l'occasion d'être en contact avec Daniel, de poser des questions ultérieurement. Donc, on est un peu décrochés. On suit un peu la période de questions, mais malheureusement, on n'a pas pu suivre le fil jusqu'à la fin. Bonjour Marie-Ève et Laurent. Bonjour Daniel. Mais vous avez manqué même la présentation, pas seulement la période de questions?
En fait, on a manqué la fin de ton exposé sur le baby boom et le début de la période de questions, là, mais ça a été un gros trou d'une quinzaine de minutes. Alors, c'est bien agréable de pouvoir faire des visioconférences, mais c'est la contrepartie de la technologie. Alors, voilà. Mais c'était très, très, très intéressant. Merci, Diane. Je peux revenir à la première recherche là, sur l'exogamie ethnique ou religieuse, parce que, en somme, Diane a surtout parlé de la propension à être dans un couple mixte, mais tu n'as pas parlé de l'autre. Je ne sais pas si ça fait partie de la recherche, finalement. Est-ce que les francophones catholiques, quand ils sont dans une union mixte, est-ce que c'est avec une Britannique catholique ou bien une autre origine catholique? C'est ça? Oui, on en a une idée ici dans le tableau. Donc, je ne l'ai pas commenté en détail, mais effectivement, quand on regarde les francophones de manière très majoritaire, c'est avec une autre personne catholique qui est d'origine britannique. Donc, beaucoup des Irlandais. La même chose du côté des femmes et du côté des hommes. Donc, 110, 90, puis le suivant, c'est 33. Puis du côté des époux, c'est 17, le nombre suivant. Du côté des Britanniques catholiques, comme je disais, surtout des Irlandais, on le voit là aussi. C'est d'abord avec des francophones du côté des épouses et ensuite avec un Britannique protestant, 90-41. Puis du côté des époux, on a 41 du côté britannique catholique et 26 du côté... Donc, ça donne Ce que je disais en fait tantôt aussi, c'est que c'est la mixité ethnique qui domine et la mixité religieuse ensuite. La mixité religieuse, elle implique le passage de plus de barrières. Il y a souvent des réticences. On sait que les catholiques n'ont jamais été très, très prompts à admettre les mariages avec même ils exigeaient souvent la conversion du conjoint. Donc, c'est surtout une mixité ethnique d'abord et avant tout, avant religieuse. Puis un peu les mêmes facteurs qui jouent dans le fait d'avoir mixité, jouent aussi dans le fait d'avoir mixité religieuse par rapport à mixité ethnique. Ou parfois les deux. Là, il y a certains cas où ça va être les deux. Donc... Les Irlandaises ont plus de chance de marier britanniques protestants que les Irlandais. C'est difficile, là, parce que c'est des chiffres absolument. Mais c'est ce qu'on avait observé. Puis dans d'autres études, puis celles que Pat Thornton puis Sherry Olson ont faites de Montréal, il semblait que les femmes irlandaises étaient même un peu plus agressives en termes de mobilité sociale et peut-être que ça fait partie le choix d'un conjoint. On sait que les Britanniques protestants en général sont plus hauts dans l'échelle sociale. Ça pourrait faire partie de l'expression d'aspiration encore plus claire de monter dans l'échelle sociale. Et oui, elles sont un peu plus nombreuses à épouser des protestants que des francophones catholiques. Mais que les Irlandais. Que les Irlandais, que leurs confrères irlandais. Bon, il faut dire aussi, en début, ça c'est 1911, c'est un peu moins le cas, mais en 1881, les femmes irlandaises sont plus nombreuses. Elles viennent beaucoup pour travailler comme domestiques. Donc, le fait qu'elles soient plus nombreuses les oblige plus souvent à sortir du groupe pour pouvoir se marier, parce qu'il n'y a pas toujours le nombre de conjoints auxquels elles aspirent. Là. Donc, je pense que c'est important. On a parfois fait des conclusions sur la base des comportements sans toujours tenir compte assez des facteurs structurels. Je pense qu'un des aspects vraiment de notre recherche, c'est de dire, avant de dire que les francophones catholiques sont fermés aux autres groupes, commencez par regarder combien ils sont. Puis, quand on regarde uniquement les francophones catholiques, à Montréal, par exemple, ils se marient plus avec d'autres quand il y a plus grande diversité ethnique. Est-ce que c'est assez par rapport à leur nombre? Peut-être pas. Mais le fait est que quand il y a des occasions de rencontre, il y a effectivement des unions mixtes. Donc, il faut regarder ça avant de passer à des conclusions. Et on ne peut pas regarder l'ensemble du Canada. Les francophones catholiques en Ontario, c'est pas comme les francophones catholiques au Québec. Là, au Québec, c'est la grande majorité.
Puis c'est sûr, quand on regarde le centre du Québec, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la diversité de ce type-là. Il n'y en a pas. Il y a des aires géographiques, c'est à 99%, presque 100% homogènes francophones catholiques. Donc, puis les facteurs structurels, puis ça, les études contemporaines de ces questions-là le montrent bien, c'est le premier élément dont il faut tenir compte. Il faut d'abord essayer de nettoyer la place de l'effet de ces facteurs-là avant de pouvoir regarder l'effet des autres facteurs. Les préférences, les gens plus scolarisés, plus éduqués, qui ont tendance à aller plus vers les autres, oui, mais d'abord, tenons compte de ces facteurs structurels-là qui sont vraiment super importants. Donc, c'est ça. Il y a d'autres questions? Merci de m'avoir invité. J'ai oublié de le mentionner en début, mais c'est toujours bien agréable. Je dis merci de m'avoir invité à venir présenter.